Et donc c'est maintenant Alain Cardon, de prendre possession de la scène. Je vais faire court pour présenter Alain Cardon. Alain est maître coach certifié par l'International Coach Federation depuis 2002, reconnu surtout pour ses compétences spécifiques dans le coaching exécutif systémique de dirigeants, le coaching systémique d'équipe et le coaching d'organisation, notamment auprès d'entreprises en contexte international avec des enjeux de développement de diversité et souvent en transition. Il est aussi formateur et superviseur de coach systémique chez Meta System Coaching, donc, en France, en Belgique, en Espagne, en Roumanie, au Maroc, en Argentine, et j'en oublie. Auteur de plus de 20 livres différents, presque une collection entière sur le coaching systémique. J'avais envie de citer Perspective quantique en coaching systémique, septembre 2020. Coaching systémique d'équipe et d'organisation, novembre 2021, parce que c'est le sujet qui va nous intéresser. Et puis, tu m'as confié tout à l'heure que dimanche sortait le petit dernier qui va s'appeler Exercice autobiographique. Il faut l'acheter seulement dimanche parce que sinon vous allez retrouver des petites coquilles à l'intérieur. Je dis tout, voilà. Enfin, je ne sais pas ce que ça te dit de toi, mais tu es également un fleuron de la gastronomie lyonnaise. J'ai vu ça sur ton site. Parce que le cardon est également le cousin de l'artichaut. Légèrement amer. Le goût du cardon rappelle celui de l'artichaut, avec des notes de noix et de beurre doux, ce qui permet de nombreux types de préparations. On va voir ce que tu nous as préparé pour la thématique, là, ce que tu nous as cuisiné. Et puis la métaphore d'Alain est la suivante. Le coach d'équipe est quelqu'un qui cherche à réparer sa famille en lui, à travers ses clients, quotidiennement. Et il a ajouté derrière, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est fatigant. Je te laisse le soin de commencer une demi-heure d'intervention, et puis on va se garder aussi du temps pour les questions-réponses. Merci. Merci. D'abord, je suis totalement embrumé depuis ce matin, donc je ne vais pas en pleine forme, et si vous ne m'entendez pas ou s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre et que je répète ou ce qu'il faut pour qu'on puisse quand même faire ça d'une façon sympathique. Deuxièmement, j'aimerais bien aussi que ce soit interactif du début à la fin. L'idée, souvent dans les conférences, c'est que le conférencier raconte des choses et puis à la fin, on garde 15 minutes pour les questions-réponses. Je préfère que ce soit un joyeux mélange pendant tout le temps. Comme ça, au moins, vous allez m'inspirer et je ne vais pas m'ennuyer pendant les premières 45 minutes à raconter des choses que je sais de toute façon. Ce sera beaucoup plus intéressant que ce soit interactif. Donc voilà le propos. Et d'ailleurs, pour lancer l'affaire, il y a une citation là qui vient d'être dite, métaphore. Vous avez des réactions là-dessus? Vous l'avez entendu, la métaphore? Ouais. Réparer sa famille? C'est quoi la motivation principale d'un coach d'équipe? Qui veut être coach d'équipe ici? Ou l'est déjà. Alors, un des problèmes fondamentaux, quand même, c'est que savoir, il y a la notion de transfert et contre-transfert. Vous connaissez ça en individuel. Le transfert principal qu'on a dans la vie n'est pas individuel, il est systémique. Autrement dit, c'est le système de la famille qui vous a influencé. Beaucoup plus que chacun des membres de la famille pris séparément. De travailler sur tel parent en thérapie ou tel parent, c'est quand même perdre de vue l'ensemble des interactions du système. Donc on trimballe en nous, toute la vie, une famille intérieure comme un parent intérieur, et on va attirer des systèmes qui ont des patterns similaires. Un coach d'équipe va attirer des équipes qui correspondent bien souvent à sa famille, au thème de sa famille, au problème de sa famille. Et il va donc se mettre régulièrement face à sa famille pour finir la gestalt
résoudre le problème qu'il n'a pas pu résoudre quand il était tout petit. Il va donc attirer des clients qu'il mérite pour avancer dans la vie et se réparer. Okay. Ce qui fait que régulièrement, oui. Non, oui. Tout d'un coup, ça. Ouais. Ah, tout à l'heure, tu as dit ça. Okay. Donc, régulièrement, en tant que coach d'équipe, il se trouve que je suis attiré par des systèmes que je reconnais bien. J'ai des très bonnes antennes pour très vite comprendre de quoi il se passe, parce que, pour cause, j'étais tombé dedans quand j'étais tout petit. Et c'est pas tous les jours facile. C'est pour ça qu'ils viennent, d'ailleurs. C'est pour m'aider à me soigner. C'est comme les clients individuels. Hein. Vous attirez les clients que vous méritez pour vous soigner. Faut pas se tromper. Hein. Le vrai client, c'est vous. Par client interposé, bon. Donc, mais c'est la même chose avec les systèmes. Et le problème, en fait, c'est que souvent, autant on peut faire face à chaque membre de la famille pris séparément, autant quand on les a tous d'un coup, on commence à se dire « oh là là !» Ce qui fait qu'il y a beaucoup de coachs individuels qui sont très très bons, mais jamais ils voudront faire du coaching d'équipe, ils ont trop la trouille. Et ça se comprend, de se mettre face à toute sa famille d'un coup. Yeah. Et traiter le problème de front. Alors normalement, on n'est plus comme on était avant, on a plus de puissance, on est adulte, etc. Mais tout de suite, quand on est face au système et on commence à le sentir, il y a tous les élastiques qui viennent et ça commence à réagir émotionnellement. Il faut savoir comment faire. Toutes les techniques de coaching d'équipe ne servent à rien. Yeah. C'est là où ça commence tout de suite à bosser. Alors la question, c'est de savoir, bien entendu, comment est-ce que je manage ma famille en moi si je vais prétendre la manager chez l'autre. C'est pas étonnant pour moi que dans le monde du coaching, il y ait beaucoup plus de coachs individuels que de coachs d'équipe, et que tous ces coachs individuels ne travaillent pas en équipe. Ce sont des indépendants dont l'idéal, c'est d'être moi tout seul, parce que ma famille, je sais ce que ça donne, merci, je ne veux pas faire partie d'une équipe. Yeah. Et en même temps, une bonne partie de ces coachs veulent faire du coaching d'équipe parce qu'ils se disent c'est plus juteux. Mais j'ai la trouille. Mais c'est plus juteux. Yeah. Alors donnez-moi des techniques, je vais m'en servir comme des boucliers. Comme si ça allait marcher. Alors le problème opposé. Questions, commentaires, réactions. Je la répéterai. Hein. Alors attendez, j'arrive avec le micro. Je me posais la question. Ouais, la question, en vous écoutant, est-ce que comme ça c'est mieux là? Oui. Ok. Vous dites finalement qu'on a l'équipe qui ressemble à notre famille, qui nous permet de travailler. Est-ce que ça pourrait être aussi le regard qu'on pose? Bah, de toute façon. Et on voit. De toute façon, ouais. C'est-à-dire tout ça, c'est une question de perception. Il n'y a pas de réalité. Ouais, ok. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, oui, donc je vais travailler, quelle que soit l'équipe et sa problématique, je vais travailler mes... Oui, oui. Alors, où est la réalité, on ne sait pas, mais il y a de bonnes chances qu'on attire des équipes qui ont des thèmes que je connais bien. Ok. C'est clair ? Alors, je raconte souvent mon histoire. Il y a un livre, d'ailleurs, qu'il a dit, c'est quoi ? C'est Exercice autobiographique d'un coach systémique. Ne l'achetez pas avant dimanche parce qu'il est plein de coquilles. Hein. Donc, il va être... mais il est déjà en ligne, c'est sur Amazon. J'y raconte par le menu ce par quoi je suis passé dans mes traumatismes d'enfance. Donc vous allez pouvoir être des voyeurs et tout, c'est très sympa. Mais l'objectif, c'est quand même que vous réfléchissez au vôtre. En vous disant, tiens, comment j'ai été formé ? Comment j'ai été formé ?
quel est mon passé, qu'est-ce que je trimballe de ça et comment je vais attirer des équipes qui ont les mêmes enjeux et éventuellement j'ai besoin avec eux d'avancer sur comment on s'en sort ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Donc alors racontant mon passé en 2 mots, ma mère s'est mariée 5 fois. Mon père était déjà son second. Elle avait 20 ans quand je suis né. Et il y en a eu d'autres. Donc j'ai des tas de frères et sœurs en time sharing, en multiple reporting. Okay. J'étais un des premiers à sauter sur des téléphones B-band parce que ça permettait de s'appeler à l'international parce qu'on est en réseau dans la famille et Internet m'a résolu un paquet de problèmes familiaux parce qu'on peut être à distance connecté parce qu'il y en a partout de la famille avec des noms de famille différents, etc. Il faut suivre. Quand j'ai fait des thérapies, il fallait que je fasse des dessins à mon thérapeute parce qu'il disait mais celui-là il sort d'où, c'est quoi, etc. Okay. Autrement dit, j'ai extrêmement bien été câblé pour travailler avec des systèmes dispersés. Yeah. À mon époque, c'était rare. Aujourd'hui, je suis appelé par des startups qui sont avec des pointillés à droite, à gauche, etc. Quelqu'un de ma génération dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il faut mettre de l'ordre. » Non, c'est pas du bordel, c'est normal. Ce qui serait pas normal, c'est qu'il y ait de l'ordre. Donc, ce qui pourrait être vécu comme un traumatisme est en fait un avantage concurrentiel. Tout traumatisme sont des pépites d'avantages concurrentiels si vous savez les prendre. C'est intéressant de se dire, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis totalement différent, qui fait que j'attire des entreprises comme ça, qui s'appellent lastminute.com. Okay, vous savez tout de suite que ça va pas être de la planification à long terme. Je suis pas du genre à attirer, je sais pas, la caisse des dépôts et des consignations. Non, mais les noms sont forts, hein, quand même. Les noms disent de quoi il s'agit. Et il faut pas se présenter au mauvais endroit. Ils vont vous dire, mais vous êtes qui, vous? Alors que d'autres, ça se passe normalement. Il faut savoir de quoi on est fait et à quoi on peut servir. Donc ça, c'est systémique. C'est une réflexion systémique sur votre... Alors j'avais dit des questions. Il y a eu des débuts de main, puis j'ai ignoré. Oui. Il y a pas une enfin, c'est une question vraiment que je me pose intimement. Parce que bah, vous êtes rentré sur l'intime là, en direct. Donc j'entends bien enfin, famille, groupe, équipe, entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une spécificité ou quelle spécificité vous posez sur les groupes en entreprise par rapport à la famille, ou est-ce qu'on prend tout de la même façon quand on étudie les phénomènes de groupe? Je comprends pas la question. Ouais, enfin, est-ce qu'il y a des spécificités vous avez fait le rapprochement entre coaching d'équipe et puis s'interroger sur sa propre famille intérieure. Si je vous suis bien, c'est bien ça. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une spécificité par rapport à la famille des groupes qu'on rencontre en entreprise qu'il faut prendre en compte aussi? Selon qui on est, déjà individuellement, on n'attire pas n'importe qui. Okay. La même chose se passe au niveau collectif. Donc je vais normalement attirer et être attiré par des systèmes qui me correspondent. Okay. C'est intéressant de le savoir. Je pourrais tirer des conclusions là-dessus et donner des leçons à tout le monde sur comment on doit faire avec mes propres familles, ça ne va pas marcher.
Autrement dit, c'est vraiment très personnel. Chacun va développer son propre style, sa propre façon de réussir aujourd'hui, compte tenu de cette de ces fractales finalement systémiques qui se reproduisent dans la vie de tous les jours. Mais il y a des fractales systémiques dont il faut prendre conscience quand même, c'est que c'est aussi collectif, c'est dans le temps, et ça va dans beaucoup de détails. Alors à partir de là, bien sûr, avec une approche systémique, il y a tout un monde qui s'ouvre. C'est pas pareil. Alors on pourrait aller ailleurs, mais ça c'est juste la dimension famille dont je voulais parler en partant de la citation qui avait été donnée au départ. Ça semble clair pour tout le monde ou pas? Très clair, ok. Ok, on va. Le temps passe. Hein. Une autre chose intéressante à dire, c'est vous avez fait partie de réunions. Vous avez participé à des réunions en entreprise. Connaissez des réunions, dont des réunions régulières, dans la même équipe. Alors imaginez que vous êtes dans une réunion d'équipe, les 10 premières minutes, et vous regardez attentivement dans cette équipe que vous connaissez, déjà géographiquement, qui se positionne où? C'est totalement prévisible. Vous savez qui va se positionner où. Il y a une géographie politique évidente. Ensuite, les 10 premières minutes, vous faites un mapping de ce qui se passe dans l'ordre. Qui parle en premier, qui répond tout de suite, qui est contre qui soutient qui, quelles sont les coalitions, les oppositions, qui est la République autonome qui dit rien, qui attend la fin pour contester, qui part avant, qui vient en retard, etc. 10 minutes. Okay, sur un sujet donné, une réunion d'un lundi. Vous revenez dans la même équipe un mois plus tard sur un sujet totalement différent. Vous risquez de voir que le même processus se déroule dans exactement le même ordre. Okay. Et ainsi de suite sur un certain nombre de réunions. Autrement dit, une réunion suit le même processus, quel que soit le contenu, quel que soit le sujet. Le sujet d'une réunion est en fait un prétexte pour se réunir et répéter qui nous sommes. On ne vient pas en réunion pour traiter des sujets. On vient pour confirmer qui est où par rapport à qui. Okay. Souvent, quel que soit le sujet, vous allez avoir le même genre de décision, etc. C'est accessoire le sujet. La décision majeure à la fin de beaucoup de réunions, c'est on ne peut pas décider, il nous faut une autre réunion. Ce qui souligne que les réunions servent à créer d'autres réunions qui confirment qui nous sommes. Ça va plus loin, c'est-à-dire que si petit à petit, dans cette équipe, il y a des personnes qui changent. Quand il y a des changements, il y a un petit flottement. Puis quelques mois plus tard, vous avez exactement le même processus porté par des gens différents. The show must go on. Les acteurs peuvent circuler, mais tout le monde connaît la pièce. Et ça va même au point que vous pourriez aller à 2 niveaux au-dessous dans l'organisation, dans une équipe faite entièrement de personnes différentes, et vous pouvez voir le même processus porté par d'autres personnes. Autrement dit, les personnes n'ont rien à voir, pas plus que le sujet. L'essentiel, c'est de répéter le processus, de niveau à niveau, de cellule à cellule. C'est ce qu'on pourrait appeler un ADN d'organisation. C'est exactement le même processus dans toutes les cellules. Si vous ne changez pas ce processus, rien ne changera.
Et ça va dans des détails, de détails, de détails. C'est pratiquement du papier à musique quand vous commencez à regarder ça. Alors la vraie question, c'est comment on change des processus. Il se trouve que le coaching n'est pas centré sur le contenu, le sujet, n'est pas centré sur les personnes, la psy. C'est centré sur les processus. Donc le coaching d'équipe ne devrait pas tenir compte des personnes, pas tenir compte des sujets, tenir compte des processus, quelles que soient les personnes, quels que soient les sujets. Il faut s'entraîner à ça. Vous parlez de processus, vous parlez d'interaction ou c'est autre chose? Alors processus, c'est interaction dans le sens interface. Interface, pas relation. Autrement dit, échange d'énergie, dans quel sens, etc. Positif, négatif, en opposition, en polarité, en soutien. C'est pas des relations, on n'est pas là pour des relations. C'est là où on va voir. Il y avait une autre main. Quand je vous écoute, ça donne l'impression qu'il faut changer quelque chose, l'équipe ne fonctionne pas bien. Cet ADN, c'est aussi un facteur de succès, parfois, non? Tout à fait. Autrement dit, en coaching, on ne vient pas changer quelque chose s'ils ne sont pas demandeurs. Et si c'est pas mon projet. Mais c'est là où c'est intéressant, en amont, de dire pourquoi on est là, vous voulez aller où, et ensuite voir comment le résultat de ce qu'ils font est beaucoup plus lié au processus qu'aux personnes ou au champ d'expertise. Quel que soit le champ d'expertise, on s'en fout. Même s'ils font un nouveau produit, ils vont le faire à la façon des anciens. C'est le même processus. Il y a beaucoup d'entreprises qui lancent un produit, ça ne marche pas. Ah, il faut en lancer un autre, ça ne marche pas. Ah, il faut en lancer un autre, ça ne marche pas. C'est toujours le même processus. C'est pas la peine d'en lancer un autre avant de savoir en lancer un. Bien. Donc, c'est sur le processus qu'il faut se centrer. Autre chose. Tu aurais un exemple de changement de processus à nous proposer? Aurais-tu un exemple? Un exemple de changement de processus à nous Un proposer. exemple de changement de processus. Vous démarrez. Comment ça se passe? On devait démarrer cette réunion à quelle heure? Écart. Ok? À écart, moi j'étais prêt à démarrer. Mais tout le monde n'est pas là. Alors dans une organisation, c'est classique. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, il est 9h, on démarre, quelqu'un va dire ça, parce qu'il est 9h et on a dit qu'on démarrait à 9h. Immédiatement après, quelqu'un va dire « Ah ben il manque Michel et Joseph ». Okay. Alors qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la forme? Il le dit assez haut en regardant tout le monde. Autrement dit, il prend le groupe en otage pour dire à celui qui est centré sur le contrat, toi, t'es pas le gentil, moi, je suis le gentil. Je me préoccupe des gens qui sont pas là, qu'il faut pas exclure, alors que toi, t'es bêtement centré sur le contrat. On va voir une polarité là dans la culture. Si c'est le patron, c'est pas neutre du tout. Okay. Donc, on peut dire merci, je sais qui devrait être là, qui n'est pas là. C'est très bien de me le souligner comme si j'étais aveugle, mais il est 9h. Parce que ce qui est sous-entendu, c'est qu'on attend les derniers pour démarrer, pour les protéger, parce qu'un jour je serai dernier et on me protégera. Alors, ça c'est un micro-truc qui se passe en quelques minutes. Dans cette même entreprise, vous allez voir que toutes les équipes se mettent au rythme de l'équipe la plus lente pour la protéger. Que toutes les usines se mettent au rythme de l'usine la plus lente pour la protéger. Que finalement, ce qui va payer à la fin, c'est le client, voire les résultats de la boutique. Autrement dit, c'est dans une cellule, donc c'est dans l'ensemble. Alors ils vont prendre une grande décision, ils vont dire on va faire des formations agiles.
Il faut vous dire à tout le monde qu'il faut être à l'heure. Et dans la formation, il y a des mecs en retard. Ah, il faut les attendre. Le processus prime. On ne va pas changer le processus pour autant. On va parler d'être à l'heure. On va parler de mettre en place des processus agiles qui vont nous rendre efficaces, à condition d'attendre le dernier. Okay? Donc attention à la grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on mesure, ce qu'on fait. Les processus, c'est ce qu'on fait. Les organisations se gargarisent beaucoup avec des concepts, tout en faisant toujours la même chose. Ils ne changent pas les processus. C'est clair? Alors malheureusement, si vous soulignez des processus qui dysfonctionnent, on risque de ne pas vous aimer. Parce que ce qui est important dans cette entreprise, c'est d'être aimé. Donc ça souligne tous les éléments socioculturels qui font qu'on est accepté ou rejeté, etc., etc. Alors quelquefois, on va voir que c'est joué selon le niveau hiérarchique, etc. Il y a des tas de subtilités là-dedans. C'est joué par le patron ou pas. Qui fait ça? Donc dans chaque équipe, c'est différent. Il ne faut pas se dire, ah, tiens, j'ai compris. Il faut toujours se dire, tiens, ça ressemble à ça, mais c'est probablement différent. Il n'y a pas deux équipes qui fonctionnent pareil, comme deux personnes. Tous les processus sont fins. Extraordinaire d'ailleurs. Ça répond à la question? C'est bon. D'autres questions? D'autres commentaires? Il y en a une ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas? Oui, voilà. Je suis un peu confus quand vous dites que les processus sont pas relationnels, c'est pas des relations. Donc, bon, moi évidemment j'ai une base en analyse transactionnelle où quand on parle de processus c'est plutôt relationnel. Ici j'entends de quoi ça parle, l'échange d'énergie, des choses comme ça. Okay. Et je me dis alors comment est-ce qu'ils sont générés si c'est pas relationnel? Ils doivent bien venir de quelque part. Et alors, donc d'où est-ce qu'ils viennent? Je donne une image, une métaphore. Si je suis coach d'équipe de basket et c'est une équipe qui gagne pas, c'est une mauvaise équipe. Je vais éventuellement les centrer sur un développement de leurs interfaces opérationnelles. Autrement dit, je vais dire, vous mettez là en cercle et vous passez la balle les uns aux autres, la même balle, mais vous ne la gardez pas plus d'une demi-seconde dans votre main, sinon vous êtes hors du cours. Ensuite, quand ils le font pendant un certain temps, je veux dire, vous ne le passez pas à la même personne avant d'avoir passé aux autres, à tous les autres. Donc il faut tenir compte de à qui on a passé. Un peu plus de complexité. Ensuite, je vais leur dire, maintenant que vous savez bien faire ça, vous commencez à bouger et vous continuez à jamais la passer à la même personne. Ensuite, je vais dire, maintenant vous commencez à courir. Autrement dit, je vais petit à petit développer leur capacité d'interface opérationnelle. Ils font ça pendant 6 mois. Il y a des chances que si je les mette sur un jeu, ils vont gagner. J'en ai rien à foutre s'ils vont se taper une bière et s'embrassent sur la bouche. S'ils s'amouent pas. Ok? C'est pas du tout la même chose. Autrement dit, c'est important peut-être de savoir, pour moi, cohésion d'équipe, c'est quoi? C'est le principe, si on améliore les relations, ça permettra de meilleurs résultats que jamais on mesure. C'est dans du soft, on ne peut pas le mesurer. Mais c'est le principe. Ça se faisait dans les années 70, cohésion d'équipe, machin, souvent par des psys. Un jour, team building. Les mêmes, on continue à faire ce qu'ils faisaient, mais c'est plus cool d'appeler ça team building. Mais ils n'ont pas compris que team building, c'est autre chose. C'est pas les relations. Ça vient des États-Unis, c'est anglo-saxon, c'est la motivation. Il faut gonfler la motivation, team building. C'est comme bodybuilding, c'est de la gonflette motivationnelle. Donc on fait grimper les gens aux arbres, on les applaudit, ils sautent, ils attrapent le trapèze, ils le loupent, mais c'est pas grave, bravo pour avoir essayé, etc. Voilà.
Et ils rentrent. Ils en parlent pendant 2 mois. Puis bien sûr, comme toute gonflette, ça se dégonfle. Et il en refaut un peu plus tard. Mais ça c'est dans une tradition nord-américaine. Ça s'appelle le team building. C'est pas les relations. C'est la motivation. Ensuite, un peu plus tard, oh, c'est plus cool, je suis coach d'équipe. Ben, c'est les mêmes qui faisaient les mêmes. Okay. Mais coaching d'équipe, c'est quoi le principe? C'est l'inverse de la cohésion. Si les relations, c'est pas important. Au début, je vais travailler sur les interfaces professionnelles jusqu'à ce qu'ils deviennent de vrais gagnants. Quand ils seront de vrais gagnants, leurs relations deviendront excellentes. On n'a jamais vu une équipe de foot de gagnants avoir des problèmes de relations. C'est que quand ils deviennent des perdants, qu'il y en a plein les journaux, des machins, des jalousies, etc. Les problèmes relationnels, c'est l'apanage des perdants. Okay? Si je suis vraiment centré sur le développement de bonnes relations dans un système, je les rends plus performants d'abord. Les bonnes relations suivront automatiquement. Sinon, ils vont réguler. Et il y en aura plein les journaux. Et ça va durer des années. C'est de la prise d'otage de la direction. Le coaching d'équipe, la proposition est inversée par rapport à la cohésion. Ça a échappé à beaucoup de monde. C'est mon point de vue, hein, j'ai pas raison, mais c'est comme ça que je fonctionne. Une question là. Et il va nous rester 10 petites minutes. 10 minutes, hein, c'est maintenant ou jamais. Alors, je suis globalement plutôt d'accord avec tout ça. Juste Mais... la performance. J'adore. Ouais. Juste, parfois, la performance se fait au détriment. Enfin, on a l'exemple d'entreprises et de systèmes qui performent et où les relations sont absolument détestables, voire toxiques. Il y a de tout. Il y a toutes les exceptions, ça n'est pas automatique. Généralise. D'accord. Okay. La quantité de cohésion d'équipe qui ont vraiment foiré, aussi, etc. Oui. Donc il y a des cas et des cas et des cas. Mais quand on généralise, le coaching d'équipe vient quand même du sport. Il ne vient pas de la thérapie. Il ne vient pas de l'analyse. Il ne vient pas du développement personnel. Le coaching, d'ailleurs, ne vient pas du développement personnel. Il faut le savoir. Peut-être qu'en France, on ne le sait pas. Mais en France, à l'époque où le coaching est arrivé, il y avait une association 1901 qui s'appelait l'association de psychologie humaniste, dans laquelle il y avait analyse transactionnelle, PNL, machin, etc., etc. Et comme il se doit, dans ce joyeux truc, la moitié se foutait sur la gueule. Le coaching est arrivé, ils ont la moitié plié le bagage et ont fondé Société française de coaching. On est coach puisqu'on le dit, et puisqu'on se coopte. Okay. Donc ils ont mis dans le coaching l'analyse transactionnelle, qui est quand même après-guerre de 40. Cherchez l'erreur. La PNL, des tas de trucs. Alors que dans les 3/4 des pays étrangers, il n'y a pas cette joyeuse Macédoine. Okay. Le coaching, c'est du coaching. Vous ne verrez pas dans les compétences ICF citer PNL, analyse transactionnelle. Non, les compétences, c'est des compétences. C'est des skills qui peuvent s'appliquer dans les tas de domaines, certes, même dans la vente. Mais en France, ça a été carrément mélangé. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner que le public, il perde un peu son latin. Oui. Ça, c'est ma vision, hein, je parle que pour moi. Du coup, par rapport à ce que vous dites, quand on parle de processus objectif et processus subjectif en coaching d'équipe, voilà, ça vous fait l'interface. En fait, on parle souvent de l'iceberg. On se dit qu'on va aller. Ouais. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles. L'objectif ne peut avoir lieu que dans la relation entre deux objets. Donc vous n'êtes pas concerné. Dès qu'il y a un être humain qui regarde, c'est subjectif. Dès qu'il y a un être humain même
qui va élaborer une expérience entre deux systèmes objets, c'est subjectif. C'est lui qui l'a élaboré pour prouver ce qu'il voulait prouver. Okay. Parce que si vous voulez prouver autre chose avec des systèmes mécaniques, il pourrait prouver autre chose. Et c'est là où on va voir qu'on peut monter une expérience pour prouver qu'un électron, c'est une particule. Ben non. C'est une onde. Ben non. C'est encore autre chose qu'on n'a pas encore découvert. Tout ça, c'est subjectif. Il n'y a pas d'objectivité. Mon sujet était, si vous preniez l'exemple du basket, des joueurs de basket, qui travaillent sur les interfaces professionnelles. Donc les interfaces. On est bien d'accord en prenant l'exemple du ballon qui circule d'un individu à l'autre. C'est la ressource, la capacité à échanger, etc., collaborer transversalement. Ok. Je vais vous énerver, hein, mais c'est pas grave. On est dans une conversation. Non, quand je parle de subjectif, c'est la notion de un joueur peut décider à un moment donné qu'il est mal luné et qu'il veut pas passer le ballon. Ouais. Et donc, il crée une interférence dans cette. Non, je le sors du jeu. Vous continuez, je vais vous sortir du jeu. Voilà, c'est ça la dimension subjective que je. Non, ce n'est pas subjectif, c'est-à-dire qu'il y a un meneur de jeu. Il y a une structure, elle est respectée. Il y a un coach. Le coach est garant des règles du jeu. Il n'est pas garant du contenu, il est garant du règle du jeu. Quelqu'un ne veut pas respecter les règles du jeu, excusez-moi, mais on est d'accord, on est venu pour faire ça, on n'est pas venu pour faire autre chose. Donc il y a un côté garant des règles du jeu. Il faut savoir encadrer. Tout d'un coup, parce qu'on est coach, on ne lâche pas l'encadrement. Okay. On est directif sur l'encadrement, la protection, la confidentialité, etc., etc., etc. Le contenu, à vous de voir. Okay. Donc comment il se la passe par derrière le truc, mais il se la passe en moins d'une seconde. Okay. Donc ça, c'est très différent. Alors il y a beaucoup de problèmes idéologiques en France. Là, c'est bêtement comportemental. Behavioriste, comme on dit. Ça se voit, ça se mesure, on circule. D'autres choses. Yes. Et ce sera la dernière question. Ça sera la dernière. Il faut un micro là-bas. Il faut un micro. Parle fort. Je suis relation, moi, donc je vais proposer que les deux questions se fassent en même temps et que tu répondes dans 5 minutes. C'est OK pour toi ? Je suis sous pression. Là. Sous pression. Ok, alors j'ai entendu que le rôle du coach, c'est d'être garant des règles du jeu. Moi, je me pose la question du processus de construction des règles du jeu, puisque j'ai compris que le but du jeu était de faire évoluer les processus dans une équipe qui dysfonctionne, de travailler sur cet ADN. Donc, quel rôle du coach dans l'évolution des nouvelles règles du jeu, vers les nouvelles règles du jeu. Et le fond de ma question derrière, c'est, dans l'exemple que vous avez donné, on doit être capable de passer la balle à tout le monde, sauf que tous n'ont pas les mêmes ressources. Et dans une équipe, justement, d'entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Comment on va adapter les règles du jeu en prenant les ressources individuelles ? Alors, c'est pas par une métaphore qu'on va voir la réponse à tous les petits détails qu'on peut se poser pour quelque chose d'opérationnel. Ça, c'est le premier truc. Donc, la métaphore de passer le ballon, elle va jusqu'à certains points. Deuxièmement, les modes opératoires, qui sont des processus, peuvent changer. Okay, mais en respectant des règles du jeu. Autrement dit, il y a un mode opératoire dans l'équipe, je l'aime pas, je l'arrête. Je respecte pas les règles du jeu. Ça s'appelle un Brexit. Okay. J'aime pas, je me casse. Ah ben non, reste. Je prends ma balle et je rentre chez moi. Bon, ça c'est du chantage qui respecte pas les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. Pour changer tous les processus, il y a un mode opératoire. On va dire, tiens, il y a un truc, j'ai envie de proposer autre chose, on en discute, on est d'accord, on le change. Pas tous, peut-être la moitié, etc. Mais il y a une vie commune. Okay.
C'est pas parce qu'on fait du coaching que n'importe qui peut faire n'importe quoi en disant ah bah sinon c'est abusif. Il y a un cadre dans le coaching. Et le coach est responsable de garder ce cadre. Enfin, au niveau collectif. C'est intéressant parce qu'on mélange des tas de choses sur les règles, la hiérarchie, les rebelles, le machin. Oui, vas-y. Bonjour, merci. Je reviens sur la partie équipe la plus lente. Comment peut se positionner le coach dans son intervention quand on a un système collectif de bouc émissaire avec une équipe qui n'est pas au résultat en termes de performance, du coup qui a le focus jeu du coupable de tous les services. T'as un cas particulier ? Oui, avec une direction qui du coup n'entend pas une situation hyper problématique et qui est en mode jeu du coupable. De toute façon, ils sont mauvais. Du coup, intervenez, mettez-moi tout le monde. Alors les jeux, c'est très intéressant. Et jeu du coupable. Les jeux de manipulation, c'est très intéressant. C'est toujours utile de savoir qu'un bouc émissaire est en fait téléguidé pour occuper la direction, pour que derrière les scènes, d'autres tiennent le pouvoir. Donc c'est pour détourner l'attention. Le patron arrive le matin, on lui donne un problème, c'est comme un os. Et il bouffe l'os, on peut faire ce qu'on veut derrière les scènes. Okay. Donc il est utile pour toutes les équipes d'avoir un bouc émissaire pour occuper votre patron. Okay. Alors bouc émissaire, c'est aussi, j'ai écrit là-dedans dans un bouquin sur les jeux de manipulation, c'est aussi solution salutaire. Autrement dit, on va élire quelqu'un qui a la solution salutaire. Dans les 6 mois, il va devenir bouc émissaire. L'informatique, c'est notre solution salutaire. Dans les 6 mois, c'est bouc émissaire. Donc, c'est le même processus. C'est-à-dire que pour une solution salutaire, tout le monde se déresponsabilise. Il va nous sauver. Pour un bouc émissaire, tout le monde se déresponsabilise. C'est lui le problème. Le point commun, c'est la déresponsabilisation des masses. Okay ? C'est ça qu'il faut préserver à tout prix. Okay ? C'est intéressant de voir ces flux, mais tout ça, c'est des processus. Ils sont ni positifs ni négatifs. Ils peuvent aller dans le bon sens, le mauvais sens. Il faut les accompagner. Il y a du travail à faire là-dedans. C'est normal. Lisez René Girard, le bouc émissaire. Je sais pas quoi, c'est notre anthropologue préféré américain, en fait, parce qu'en France, il n'était pas reconnu. Mais il y a des tas de choses sur le bouc émissaire. Il vaut mieux le connaître de l'intérieur, quoi, dans votre famille, déjà, commencez. Là, on a fait la boucle, on a terminé. Il est dans sa famille et vous saurez tout. En boucle avec la famille. Merci, Alain, pour cette intervention